Icône pour vous servir, bienvenue sur ma chaîne. Connaissez-vous la catastrophe de Seveso en Italie en 1976? L'histoire de l'explosion de l'usine Isemesa. Les conséquences de cet accident en ont fait une référence de dangerosité de certains sites industriels. Cette catastrophe d'une usine mal gérée fit imposer des directives en Europe que l'on appela directive Seveso. Regardons comment tout a commencé. Générique. À Seveso, en Italie, on essaie toujours de lutter contre les conséquences dramatiques dans la zone interdite depuis que le nuage toxique s'est répandu accidentellement, vous en souvenez, le 10 juillet. Seveso est une ville aujourd'hui de 23 000 habitants située en Lombardie, au nord de Milan, et à proximité de la frontière suisse. Une petite ville sans grande importance jusqu'à ce jour funeste du 10 juillet 1976, qui provoquera ce que l'on surnommera, une vingtaine d'années plus tard, et à juste titre, le Tchernobyl italien. En effet, l'usine Isemesa, fabricant de sous-composants chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques et pharmaceutiques, laisse échapper ce jour-là une fumée orange dans l'atmosphère qui provoquera dans les heures qui suivront une catastrophe écologique et sanitaire sans précédent. L'usine Isemesa appartenait à la société suisse Givaudan, elle-même étant la propriété de l'entreprise Hoffmann-La-Roche. Mettons-nous dans le contexte du début des années 70. Jusqu'à cette terrible catastrophe, l'Italie accuse un retard industriel qui est compensé par une production très polluante avec une faible valeur ajoutée. Donc ce sont majoritairement des ouvriers peu qualifiés et sous-payés qui sont employés aux usines. Et les entreprises de production à risque pour l'homme et l'environnement en Italie et dans le reste de l'Europe n'étaient pas astreintes à des contrôles de sécurité particuliers et n'étaient absolument pas classifiées en fonction de la dangerosité. Ces usines de production à risque n'avaient donc pas vraiment de contraintes quant au choix de leur emplacement, ainsi qu'au système de sécurité d'entreprise. Je dirais même plutôt que la plupart des systèmes de sécurité de l'époque servaient principalement à sauver les machines et la production. Rien n'obligeait vraiment un employeur à investir pour ses employés, et autant dire que la mentalité de l'époque s'en battait royalement les noix de savoir quel risque de pollution ce genre d'usine pouvait provoquer dans les alentours. Le département B de l'usine Isemesa produit le trichlorophénol, qui est un produit intermédiaire dans la fabrication de l'hexachlorophène, un antibactérien que l'on trouve principalement dans les produits cosmétiques, savons et désinfectants. De nos jours, le trichlorophénol est de moins en moins utilisé dans ce genre de procédé de fabrication. Ceci à cause de sa teneur en dioxine. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Le procédé de fabrication du trichlorophénol implique de chauffer du tétrachlorobenzène à 170 degrés en utilisant de l'éthylène glycol comme solvant. Puis il est distillé avec de l'eau et on y ajoute de l'acide chlorhydrique. Un cocktail bien horrible en fait. Isemesa utilisait des réacteurs de 10 mètres cubes de capacité où on chargeait, en début de production, 1 tonne de soude de forme solide, 2 tonnes de tétrachlorobenzène et 3 tonnes de glycol. Ce mélange initial était chauffé par de la vapeur à 170 degrés sous une pression de 12 bars, pendant 6 à 8 heures. Bon appétit, bien sûr. À la fin du procédé, 3000 litres d'eau étaient nécessaires pour réduire la température de la réaction à 60 degrés. Le contenu du réacteur passait en hydrolyse pour libérer le trichlorophénol. Les équipements de sécurité de l'époque consistaient à chauffer avec la vapeur pour ne pas dépasser cette température de 170 degrés. Une réserve de 3000 litres d'eau était disponible en cas de purge rapide de la cuve du réacteur. Et un disque de rupture résistant à la pression maximum de 3,8 bars protégeait le réacteur au début de l'opération. Par contre, aucune alarme n'était donc prévue, et le refroidissement s'activait manuellement. Je ne suis pas vraiment étonné de voir que la sécurité de l'époque tenait à un bout de tôle et un interrupteur manuel de refroidissement. La veille de la catastrophe, le vendredi 9 juillet 1976, le cycle de production du trichlorophénol démarre tardivement à 16 h, soit avec 10 heures de retard sur le programme habituel. Le samedi à 5 h du matin, le chauffage du réacteur est arrêté. Seulement 15% du solvant avait été traité. Le réacteur sera stoppé 15 minutes plus tard et vidé de sa pression atmosphérique. Les employés quittent l'entreprise à 6 h, laissant l'installation sans surveillance jusqu'au lundi. À midi, le disque de sécurité du réacteur limité à 3,8 bars se déchire sous la pression suite à une augmentation de température et de pression. Un nuage rougeâtre s'échappe dans l'atmosphère par la cheminée de l'usine. Pendant 1 heure, ce rejet de gaz injectera dans l'atmosphère avoisinante de la dioxine, composée de tétrachlorodibenzodioxine. Le chef d'atelier, passant par hasard à côté de l'usine, se précipita aux commandes et permit de limiter la durée d'émanation.
La zone directe autour de l'usine est contaminée. Il s'agit de quartiers d'habitation récents où vivent des familles. Puis le nuage se déplace. Si on prend en considération la direction du vent qui soufflait ce jour-là à 4 mètres secondes, en direction du sud-est, le nuage aurait dû affecter principalement une zone agricole. L'estimation était évidemment calculée et au jugé. Le lendemain, le dimanche 11 juillet, on constate les premiers effets. Les enfants présentent des troubles intestinaux et de très fortes fièvres. Toute la végétation est brûlée. Les petits animaux sont contaminés. L'usine donne alors une simple information qu'un rejet d'herbicide avait été rejeté dans l'atmosphère et qu'il ne s'attaquerait qu'à l'agriculture. Le lundi 12 juillet, l'usine rouvre normalement et la production est stoppée uniquement dans la zone de l'accident. Les riverains de l'usine reçoivent l'information de ne pas consommer les produits de leur jardin. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas. Déjà là, la population se doutait que quelque chose avait foiré en beauté magistrale. Ce ne sont hélas que des ersatz, comme tant de choses ici, afin de préserver les apparences. On constate alors progressivement les dégâts sur l'environnement. Les animaux de basse-cour meurent, l'herbe devient jaune, les feuilles se décomposent, l'écorce des arbres se détache. Et ce n'est que les prémices d'une énorme catastrophe. 4 jours après l'incident, les enfants ont des symptômes de brûlure sur la peau, d'énormes éruptions cutanées et les animaux décèdent. Les habitants font pression sur les autorités pour connaître la cause. D'après eux, les fonctionnaires du gouvernement ou les fonctionnaires locaux ont été incapables de prendre des décisions précises. Après 6 jours, 15 enfants sont hospitalisés, dont 4 en état grave. Les médecins sont totalement impuissants. 10 jours après l'incident, ICMSA annonce que le nuage toxique contenait de la dioxine. 14 jours après, la zone d'interdiction de consommation des produits est étendue. Un jour, la dioxine a officiellement disparu, le lendemain, on retrouve des traces de sa présence dans cette école située hors des zones touchées. On procède à l'évacuation de la population de certaines zones. Les jours passent et la population s'inquiète de plus en plus du niveau de pollution. L'intoxication atteint des zones à plusieurs kilomètres de l'usine. Les petits animaux meurent. À cette époque, l'intoxication à la dioxine est une cause très mal connue. Au final, 11 communes sont atteintes et définies en 3 zones nommées A, B, R de contamination. La principale, la zone A, représente 110 hectares sur les communes de Méda et Seveso. La dioxine y est supérieure à 50 microgrammes par mètre carré. Les habitants de cette zone sont évacués à la fin du mois de juillet. La zone B couvre les communes de Cesano, Maderno et Desio, avec une teneur en dioxine entre 5 et 50 microgrammes par mètre carré. En août, les enfants et les femmes enceintes doivent quitter cette zone durant la journée. Aucune activité agricole et d'élevage n'est autorisée. La zone R, voulant dire zone de respect, s'étend sur 1430 hectares et peut contenir des traces de dioxine. Les cultures y sont aussi interdites. D'un point de vue environnemental, on constatera que 2000 hectares de sol sont contaminés. 3300 animaux comme les lapins, poulets, oiseaux sont morts de la dioxine et 81 000 animaux sont abattus. D'un point de vue sanitaire, on dénombre 250 cas de brûlure de la peau qu'on appelle chloracné chez les enfants et les adolescents. On autorise les avortements malgré les pressions religieuses par crainte de malformation. Ouais, les voies du Seigneur sont très discutables. Et oui, avorter était encore un tabou à cette époque. Grazie, signore. On constate aussi une augmentation des décès suite à des problèmes cardiovasculaires. Toutes les entreprises se trouvant dans la zone A proche de l'épicentre sont interdites d'exploitation, ainsi que 61 exploitations agricoles et 4000 jardins familiaux sont totalement abandonnés. À cette époque, l'absence de loi de protection environnementale réduit la peine du patron de l'entreprise ICMSA, Herwig von Swell, qui sera condamné à seulement 2 ans de prison. Et le directeur de Givaudan, Georg Sambet, seulement 1 an et 6 mois. Les années suivant la catastrophe, on constatera une nette hausse des cancers du pancréas, de la vessie, du rectum, du foie et du système digestif. Sans pouvoir prouver la cause à effet, tous les procès civils seront frappés de prescription. Quant au territoire contaminé, en 1983, après une tentative de vouloir installer un incinérateur qui sera montré du doigt par la population, la zone la plus contaminée sera transformée en zone verte. Ceci en créant 2 décharges contrôlées pour enterrer les résidus toxiques de la catastrophe. Les travaux pour l'environnement finiront en 1986. Un parc naturel sera inauguré en 1996 sous le nom de Bosco delle Querce, qui veut dire bois des chênes. En 2005, la Lombardie reconnaît le site comme parc naturel régional. C'est alors qu'un deuxième scandale va éclater. Pendant cette reconversion du site, en 1982, 41 barils remplis de dioxine provenant du réacteur A101 seront chargés dans un camion sous-traité par Givaudan. La trace des barils sera rapidement perdue quelque part en France, suite au fait que le transporteur ne possédait pas d'autorisation de passage en Suisse. La trace du camion s'arrête après la frontière de Vintimille. J'adore les années 70. Voilà ce que nous avons hérité des mentalités de cette époque. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jour après jour, l'affaire des déchets contaminés de Seveso
prend la forme d'un véritable scandale qui agite pour le moment au moins 3 pays, l'Italie, l'Allemagne et la France. Le 19 mai 1983, les barils sont retrouvés dans la cour d'un ancien abattoir d'Anguilcourt-le-Sar, dans l'Aisne, à l'autre bout du territoire. Le camion aura traversé sans autorisation les 2 tiers de l'Hexagone. Et rapidement, le 4 juin, les barils sont incinérés chez Ciba à Bâle, en présence de la presse. Une hypothèse raconte que la découverte des barils à Anguilcourt-le-Sar serait une mise en scène, alors que la vraie destination de ces barils serait un site d'enfouissement en RDA, l'Allemagne de l'Est à l'époque du mur. L'impact médiatique de la catastrophe de Seveso pousse la communauté européenne à classer les entreprises à risque. Apparaît alors la première directive Seveso, qui sera promulguée en 1982 et qui exigera aux États membres à dresser cette liste des établissements à risque majeurs sur leur territoire, et qui ordonne notamment à prévoir des mises en place de plans d'urgence internes et externes, et l'information à la population. On appellera ces lieux comme étant les sites classés Seveso. La France rejoindra ce plan en 1987 et l'Italie en 1988, la mise en place ayant pris plusieurs années à certains pays pour pouvoir y adhérer. La liste sur carte de ces entreprises à haut risque est en ligne, lien en description. Malgré la mise en place de toutes sortes de systèmes de sécurité, de protection, de mise aux normes, la main de l'homme reste toujours le principal facteur de risque d'accident, le laxisme étant le plus dangereux. La routine nous pousse souvent à vouloir ignorer des étapes importantes, en pensant maîtriser toutes les étapes d'un processus. Ceci étant justifié par le fait de vouloir économiser et gagner du temps en sautant ces étapes. La catastrophe de l'usine AZF à Toulouse en 2001 nous le démontre bien. Entre 300 et 400 tonnes de nitrate d'ammonium servant à créer des fertilisants explosent, tuant 31 personnes et en blessant 2500. Ce sera la plus grande catastrophe sur territoire français de l'après-guerre. Quoi qu'il en soit, si vous travaillez sur un de ces sites classés Seveso et que vous êtes enclin à devoir manipuler certains produits sans encadrement et sans en avoir été correctement formé au préalable, il est judicieux d'en faire part à votre responsable hiérarchique. Restez toujours attentif à chaque étape de processus. La rigueur doit faire partie intégrante de votre job. L'homme n'est pas une machine et il ne se destine pas à y ressembler. Mais il doit tenir rigueur honorablement de ses capacités physiques. Sinon, il n'est pas fait pour ce dont on l'emploie. Lorsque les choses sont mal faites, vous n'êtes jamais le seul concerné, car tout incident peut impliquer d'autres personnes qui doivent professionnellement se reposer sur vous. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour l'algorithme de YouTube, et d'activer les notifications pour être averti de nouvelles vidéos. Ciao!